Bienvenue dans cette vidéo qui va parler des stéréotypes de genre dans l'enseignement des mathématiques. Spécifiquement à l'école primaire, mais une grande partie de ce que je présente peut évidemment intéresser le second degré. Alors les enjeux pour moi ils sont fondamentaux. On voit qu'il y a une différence garçon-fille, une différence selon le sexe qui apparaît au cours du CP. En prenant en compte les repères des évaluations nationales, on voit qu'en début de CP, et ces données sont valables aussi bien pour 2023 que pour 2024, en français, les filles ont une meilleure réussite que les garçons dans 7 compétences sur 7. Et en maths, les filles ont une meilleure réussite que les garçons dans 5 compétences sur 7. Quand on arrive en début de CE1, on voit déjà une bascule qui s'installe. En français, les filles réussissent mieux dans 6 compétences sur 8, et en maths, on passe à 2 sur 8. Et si on pousse à aller jusqu'en CM2, l'évaluation repère début CM2, les filles ont repris du terrain sur la question du français avec une réussite meilleure dans 9 compétences sur 9. Et en mathématiques, les filles ont une meilleure réussite dans 0 compétence, absolument aucune, avec des écarts qui peuvent aller jusqu'à moins 15 points dans certaines compétences. Alors plusieurs hypothèses, on peut avancer la question de l'adaptation des filles au cadre scolaire en début de CP, qui fait que en début de CP elles sont plus à l'aise que les garçons. Ça peut être une hypothèse qu'on peut mettre en avant, mais ça n'explique pas ce qui se passe complètement par la suite. La question de la pression scolaire, comment les filles peuvent réagir différemment à la pression scolaire qui s'installe au cours du CP avec l'apprentissage de lecture et puis avec tout ce qui se met en place. Néanmoins, l'hypothèse la plus cohérente est celle des stéréotypes de genre qui, vous allez le voir, impactent fortement la réussite des filles en mathématiques. Les stéréotypes influencent la perception des capacités en maths chez les filles. Alors, je vais d'abord vous donner une définition. Un stéréotype de genre est une opinion généralisée et souvent simplifiée quand même sur les attributs, les rôles et les comportements que la société attribue aux femmes et aux hommes. En d'autres termes, ce sont un peu toutes ces idées préconçues, parfois erronées, sur ce que devrait être une femme ou un homme. Tout ça étant basé sur des normes sociales, culturelles, qui évoluent au gré des évolutions de la société. Ces stéréotypes peuvent influencer la façon dont nous percevons les autres, dont nous nous comportons et dont nous nous voyons nous-mêmes. Alors quelques exemples, hein, on va dire qu'on est dans le cliché, mais c'est ça un stéréotype de genre. On dit souvent que les femmes elles sont littéraires, elles sont maternelles, elles sont dans l'émotion. On dit souvent qu'elles sont faibles et on dit encore souvent, malgré tout ce qu'on pourrait croire, qu'elles sont plus destinées aux tâches ménagères. Et d'ailleurs c'est quelque chose qui est en train de revenir. Il y a des mouvements qui vont fortement dans ce sens-là, des mouvements idéologiques. Et les hommes sont, eux, scientifiques, forts, rationnels, ils sont compétitifs, ils sont bricoleurs, ils sont destinés aux tâches physiques ou les tâches de pouvoir, parce qu'évidemment, il faut de la poigne pour gérer une entreprise, par exemple. Donc ces stéréotypes de genre sont encore très très présents dans l'esprit de beaucoup de gens, quoi qu'on en pense, malgré les avancées sur les questions de l'égalité des sexes. On voit que c'est encore très présent quand on interroge les gens, lorsque des sondages ont lieu, et puis dans un certain nombre de faits de société qui nous prouvent que c'est quelque chose qui est encore très installé, alors que cela a des conséquences directes sur la réussite des femmes, et puis aussi sur les choix d'orientation scolaire et professionnelle. Alors je voudrais parler plus spécifiquement des stéréotypes liés aux maths. Quand on se dit qu'un stéréotype c'est une espèce de biais cognitif inconscient, que c'est une idée toute faite, qui sont transmis un peu comme des croyances, enfin qui sont des croyances mais qui sont transmis comme des vérités, on voit que ça impacte fortement le rapport des enfants à la discipline et de fait leur réussite. L'un des premiers stéréotypes pour moi, c'est le fait que les sciences, donc les maths, sont un domaine masculin. C'est quelque chose qui est reçu encore très présente dans beaucoup de familles dans la société. Le fait que les filles sont moins douées en maths. Alors, comme on dit souvent que les filles sont plus littéraires, une jeune fille qui a 6 ans, 7 ans, 8 ans entend que elle est plus littéraire, elle finit par en faire une vérité acquise et ne pas douter d'elle en français, mais ça va générer un manque de confiance en elle dans l'enseignement des mathématiques. Les carrières scientifiques sont réservées aux garçons, stéréotype qui a tendance à orienter les filles vers des filières plus
féminine entre guillemets, éloignant ainsi beaucoup d'entre elles des études scientifiques et techniques où elles pourraient être parfaitement réussites et apporter beaucoup de choses. Les filles ont besoin de moins de soutien mathématique. Il y a parfois aussi cette croyance que les filles sont plus scolaires et donc involontairement, les parents, parfois les enseignants, ont tendance à offrir moins de soutien ou d'encouragement aux filles en mathématiques, ce qui renforce de fait les stéréotypes. Et puis il y a une croyance que vous avez souvent connue en tant qu'enseignant, qui est l'idée d'un caractère inné, qui serait transmis de mère en fille. C'est quelque chose qui est souvent entendu. Moi j'ai été nul en maths, donc ma fille est nulle en maths. On trouve cette croyance qui évidemment impacte énormément les élèves. Alors les conséquences, ces stéréotypes ont des répercussions évidemment importantes sur l'apprentissage des maths à l'école. Le manque de confiance en soi, l'anxiété, le stress, parce que une jeune fille qui intériorise ces stéréotypes et qui en fait une vérité propre, peut développer une incapacité à se sentir en réussite, crainte de ne pas être à la hauteur, et donc ça impacte, on sait que le stress impacte fortement la réussite. La peur de l'échec, évidemment, la peur de confirmer le stéréotype va générer un stress important, et puis ça nuit à la performance. On va avoir un moindre intérêt, un désinvestissement pour les mathématiques, puisque voyant qu'elles ne sont pas en réussite autant que d'autres et voyant que ça ne paye pas, elles vont s'orienter inconsciemment vers autre chose, où elles se sentiront plus en réussite. Et puis on voit à un temps plus long qu'il y a un choix d'orientation limité à long terme. Tous ces stéréotypes limitent les choix d'orientation scolaire et professionnelle des filles. Je ne l'aborderai pas ici, mais il y a beaucoup d'autres études qui précisent tout cela, qui montrent à quel point les jeunes filles sont exclues de nombreuses filières de ce fait-là. Alors quelques exemples, je vous ai pris, c'est un petit peu moins vrai maintenant, j'ai fait quelques recherches quand même, mais on a eu pendant très longtemps des catalogues très orientés avec des pages garçons, des pages filles, très colorés. Ce qui n'empêche que à droite j'ai mis des exemples de catalogues plus récents, il y en a encore qui se présentent comme ça, même si les fournisseurs et puis les magasins de jouets et autres, on essaie de faire attention à ces questions-là. On voit qu'il y a quelque chose qui reste très fortement implanté. On voit que en général, il y a des couleurs qui sont plus facilement associées selon le sexe. Les jeunes filles se voient attribuer le rose, le violet, des couleurs pastel. Et puis les garçons ont des fois des couleurs plus dans le bleu, dans le vert, avec un graphisme un peu plus agressif. On voit aussi que les garçons sont plus valorisés en tant que super-héros, en tant qu'aventuriers, ou dans une activité de construction, ils sont bricoleurs, ils sont en costume de médecin, etc. Et puis les filles, au contraire, elles sont souvent cantonnées à être maman. Là, les pages des bébés, des poupons. On trouve dans les magazines encore des jouets qui reproduisent toutes les activités de la vie quotidienne, donc l'aspirateur, la petite cuisine, la machine à coudre évidemment, à chaque fois c'est illustré par une jeune fille. Même s'il y a des efforts, même s'il y a une volonté de remixer, ça reste quand même extrêmement prégnant dans les catalogues de jouets, dans la plupart des fournisseurs. J'avais découvert avec surprise que ça n'existait pas avant les années 80 et que antérieurement les couleurs alternaient au long des pages des catalogues et que c'est quelque chose qui arrivait après. Et je trouve ça intéressant d'avoir ça en tête. Donc on a ces stéréotypes qui s'installent. Quand on rentre même dans le détail, alors je vous ai mis quelques copies mais d'écran qu'on trouve facilement, tous les jouets un peu scientifiques, créatifs, voilà, la biosphère, le microscope, ce sont des garçons qui illustrent. Puis les jeunes filles, elles sont dans les bougies, dans les perles, dans la machine à coudre, dans les activités qui sont plus artistiques. Donc on retrouve un petit peu implicitement cette différence du garçon scientifique et de la jeune fille créative et artistique. Alors à l'école, il y a eu des études qui ont été faites, et si on s'intéresse à la question de la distribution de la parole en classe, on se rend compte qu'inconsciemment, en mathématiques, les jeunes filles sont moins interrogées que les garçons. Et j'ai bien inconsciemment, parce que ce sont des choses que, en tant qu'enseignant, vous pouvez reproduire sans vous en rendre compte. La seule façon de le faire, c'est vraiment de noter. Il faudrait se filmer et noter. C'est quelque chose que je faisais quand j'étais conseiller pédagogique et à une époque où je restais une demi-journée entière dans la classe.
je prenais le temps de noter le trajet de l'enseignant. C'est-à-dire j'avais un plan de la classe et je notais vers qui il allait au fur et à mesure des heures, parce que je restais 3 heures, et je notais par une petite croix les interactions avec chaque élève de la classe selon la discipline. Et ça, je vous en parle, c'était déjà il y a 15 ans, et je pense que ce sera encore très vrai maintenant, de se rendre compte à qui on donne la parole, plutôt bons élèves, mauvais élèves, garçons, filles, selon les disciplines, et on se rend compte qu'il y a des écarts qui peuvent être très 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 marqués. Et tout ça, c'est une reproduction inconsciente que vous avez des stéréotypes de genre auxquels vous êtes vous-même soumis en tant qu'enseignant. Donc il y a vraiment cette question-là de la distribution de la parole en classe qui n'est pas la même lorsque je suis en mathématiques et lorsque je suis dans d'autres disciplines. La question des commentaires dans les livrets, il y a des études, là je résume très très rapidement, une étude de Demoulin et Daniel en 2013 sur les groupes de mots qu'on retrouve majoritairement dans les bulletins selon le sexe, des bulletins filles, des bulletins garçons. Donc on voit qu'il y a des mots qui ressortent plus, pour faire très très court par rapport à cette étude que je vous invite à consulter. Les filles, on va retrouver des mots comme sérieuse, timide. On va parler plus souvent de régularité que pour les garçons, par exemple. Et puis les garçons, on parle de travail, de progrès, de concentration. Donc on n'est pas sur le même vocabulaire à chaque fois. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans les attitudes, dans les formulations des textes, dans les livrets, des commentaires, alors livrets, bulletins de notes, vous appelez ça comme vous voulez. On voit que le contenu des appréciations pour les filles leur demande surtout de corriger quelque chose qui est personnel. Le fait d'être sérieuse, timide, discrète, c'est quelque chose qui leur appartient, c'est leur personne, quelque part, qu'on remet en cause. Tandis que pour les garçons, on les encourage à acquérir quelque chose. Concentre-toi davantage, tu es capable de... Et ça montre déjà une façon différente d'appréhender les choses. On a quelque chose qui est de l'ordre du négatif pour les filles et de l'ordre du positif pour les garçons. Et tout ça, c'est totalement implicite et c'est quelque chose qui, à mon sens, s'installe très tôt et d'année en année va faire que les jeunes filles vont intégrer tout cela au fur et à mesure de leur scolarité. Alors dans les manuels et les supports de travail, les supports pédagogiques qu'on trouve soit de façon éditée, soit sur Internet, il y a un renforcement des stéréotypes très très souvent. Bien que les éditeurs s'efforcent d'y prêter de plus en plus attention, moi je sais que c'est un travail qu'on fait avec mon éditeur, on a tendance à être marqué par un biais masculiniste, sous-représentation des femmes, très clairement. Et puis on a tendance aussi à avoir des exercices, alors exercices de mathématiques, problèmes, textes en littérature, etc., qui associent les personnages à leurs fonctions socio-professionnelles liées aux stéréotypes. Donc on retrouve maman qui fait la cuisine, papa qui fait le bricolage, ça c'est classique, mais on va l'avoir à bien d'autres niveaux. Il y avait aussi une étude une dizaine d'années maintenant sur des manuels de lecture en CP qui a abordé cette question, qui montrait qu'effectivement, on n'est pas du tout dans le paritaire, contrairement à ce qu'on peut croire, et que même si les éditeurs, même si tout le monde essaie de faire attention, tous ceux qui essaient de faire attention sont eux-mêmes soumis à ces biais, et donc inconsciemment, ils ont tendance à les reproduire. Donc c'est quelque chose qui n'est pas simple, donc ce sera un des axes de travail, je pense, sur ce sujet-là. Alors je voudrais vous partager une expérience célèbre qu'on présente systématiquement sur cette question-là parce qu'elle fait référence. C'est l'histoire de la figure complexe de Ray Osterrice, je ne sais pas si je le prononce bien. C'est un test standardisé, puis là je fais référence à une étude de Régnier et Huguet c'est 2007-2009, auprès de, je crois c'est un peu moins de 500 élèves en début de collège, répartis moitié filles, moitié garçons. Donc en gros on dit aux élèves que c'est soit un test de géométrie, soit un test d'art visuel, de dessin. Et donc on a des résultats qui varient selon la modalité qu'on a mise en œuvre. Vous voyez là en passation collective, donc des groupes mixtes, on voit que si on dit que c'est de la géométrie, la réussite des garçons est très 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 supérieure à celle des filles. Si on dit que c'est du dessin, c'est totalement inversé. Juste le fait de présenter différemment, ça montre bien l'impact des stéréotypes de genre. Et puis si je suis sur des groupes non mixtes, et bien là on voit comment la réussite est transformée. Et d'ailleurs à la hausse, j'ai envie de dire, dans tous les cas.
Donc il y a vraiment un enjeu sur la façon de présenter, ce qui montre l'impact que peut avoir eu au cours des années précédentes les stéréotypes de genre sur ces élèves. Alors comment lutter contre les stéréotypes à l'école? Alors pourquoi? Je pense que j'ai assez expliqué, mais se dire quand même que en mathématiques, les filles se retrouvent avec 5, 10, 15 points d'écart avec les garçons, notamment du fait de ces stéréotypes, me laisse à penser qu'un travail là-dessus ne peut que sérieusement améliorer les résultats d'une classe, d'une école, et puis j'ai envie de dire, c'est une question de valeur aussi qu'on défend en tant qu'enseignant. Donc de travailler là-dessus me semble absolument indispensable. Donc on peut travailler à plusieurs niveaux. D'abord, c'est réfléchir à une prise en compte réelle. Donc ça passe d'abord par la formation, c'est le but de cette vidéo où j'essaye de donner quelques billes. Je ne prétends pas vous donner tous les éléments, c'est vraiment un survol de la question pour vous permettre de réfléchir à cela. Je pense que d'en parler en équipe, de prendre effectivement des temps d'observation, de se filmer en classe ou de faire venir quelqu'un pour vous observer, accepter l'idée de se remettre en question soi-même en tant qu'enseignant, en tant que professionnel, se dire ah bah oui, en fait je le faisais, je m'en rendais pas compte, mais je le faisais. D'aller au-delà de ses propres croyances personnelles, parce que vous avez beau être enseignant, chacun a ses propres croyances personnelles, sa propre culture, d'aller au-delà pour la réussite des élèves. De faire évoluer les gestes professionnels, je pense vraiment qu'il y a une question derrière ça qui est fondamentale, être vigilant à encourager tous les élèves, quel que soit leur sexe, mais on pourrait étendre ça à d'autres problématiques, donc travailler indépendamment de leur genre, adopter un langage non genré, avoir un regard critique sur les supports, les modifier si besoin, repenser l'évaluation et puis repenser les commentaires qu'on peut donner à l'oral et à l'écrit aux enfants et aux parents, en s'efforçant d'être totalement neutre, sans aucun biais de genre. Favoriser tout ce qui est activité collaborative. Le travail en groupe mixte pour montrer, par exemple, que les maths sont accessibles à tous, c'est quelque chose qu'on fait dans MHM avec le Rallymat, avec la promenade mathématique, avec tous les projets transversaux que je propose dans la méthode au fur et à mesure des années. Donc c'est quelque chose qui me semble extrêmement important et qui justement permet de voir que tout un chacun est capable de réussir au même niveau. Et puis je pense que de travailler spécifiquement sur le sujet, alors évidemment en éducation morale et civique, dans le cadre d'un débat, selon l'âge des enfants, on peut aller plus ou moins loin dans le débat, mais aussi très rapidement, je pense qu'on peut réfléchir à une programmation d'école sur l'idée de mettre en avant chaque année des femmes scientifiques, des femmes mathématiciennes pour inspirer les filles, pour leur montrer ce que la société ne leur montre pas. Je ne parle pas ici de l'effet Mathilda, mais il y aurait vraiment aussi un enjeu à ce que vous sachiez ce qu'est l'effet Mathilda et pourquoi il est important d'en avoir connaissance. Et donc travailler sur des femmes scientifiques, contrairement à ce qu'on peut croire. Depuis très longtemps, il y a des femmes qui ont apporté énormément à la science. Elles ont été, c'est ça l'effet Mathilda, elles ont été laissées de côté. On a ignoré leur travail parce que les hommes se les sont appropriés. Donc en mathématiques, on a des mathématiciennes anciennes ou contemporaines qui pourraient être intéressants de mettre en avant. Alors, je vous invite à consulter un site l'histoire par les femmes et puis un site femmes et mathématiques qui vous donnera toutes les ressources dont vous avez besoin. Ça permettra de combattre les stéréotypes et puis aussi de rectifier l'histoire parce que il me semble juste de redonner aux femmes leur place dans l'histoire des sciences. Voilà, alors les sources, je vous les passerai très vite. J'ai construit tout ça à partir de pas mal de sources diverses et variées. La DEP, il y a un article de Nathalie Sayac que j'ai trouvé très intéressant. Le rapport de l'inspection générale égalité filles-garçons aussi que je vous invite à consulter. Les documents de Mohamed Nassiri qui je trouve fait un travail très très intéressant sur ce sujet. Et puis il y a quand même souvent des articles de presse qu'on trouve, le site Pépites Sexistes, etc. Comme d'habitude pour l'accompagnement, le suivi, l'actualité de MHM, vous avez le site web, la chaîne YouTube, le mail, l'Insta, Twitter. Merci à vous.